Elemona. Mesdames, Messieurs, salut, bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette autre édition de Cameroun Vision sur Canal 2 International. Nous sommes à Douala, capitale économique du Cameroun, à l'occasion d'un événement exceptionnel qui s'est tenu ici même au mois de janvier dernier. On a réussi à se glisser entre deux crises pour organiser les 7e Assises internationales du tourisme responsable. Un événement parrainé par Tourisme sans frontières qui a donc fait venir ici du très beau monde. Nous allons donc, pendant cette émission, revenir sur les moments forts de cette activité exceptionnelle. Mais avant, je vais vous inviter à regarder avec nous une autre facette de cette ville de Douala. Douala qu'on sait animer, ambiancer, Douala qui sait faire la fête, mais Douala également qu'on peut visiter, notamment avec ce musée maritime, mais aussi d'autres sites non moins magnifiques qu'on va regarder tout de suite et on se retrouve juste après. En Afrique aussi du Sahara, lorsqu'on évoque Douala, le commun des mortels fait rapidement le lien avec fête, ambiance, réjouissance. C'est sans doute vrai, dans la mesure où Douala sait faire la fête et l'a souvent montré et démontré. Les habitants de la capitale régionale de littoral sont également très imaginatif. Ici, les noms des points de réjouissance peuvent faire rire. Et pourtant, les auteurs sont très sérieux. Ici, le premier miracle. Dans la Bible, il est dit que le Fils de Dieu, Jésus-Christ, transforma l'eau en vin. C'est une invite à consommer de l'alcool. Plus loin, la séparante. Dans le jargon camerounais, c'est le dernier pot que l'on prend avant de se dire au revoir. Et parfois, il dure jusqu'au petit matin. Lorsqu'on parle de Douala, le rapprochement est très vite fait avec Benskin, du nom donné aux taxi-motos, qui sont ici le principal mode de transport en commun. Le Benskinner peut vous bâcher, donc vous transporter à plusieurs sur sa moto sans vous demander votre avis. Certains détracteurs ont au vite fait de dire que Douala est une ville où l'anarchie est la règle. Soyons sérieux, ce sont des mauvaises langues. Il est à Douala des endroits qui sont incontournables lorsqu'on vit et travaille dans la ville. Vous connaissez peut-être ou certainement Deido et ses ronds-points et écoles publiques. Vous êtes à coup sûr toujours intrigué par le mouvement de va-et-vient des engins à deux roues en Ndokoti. Ndokoti, certainement le seul carrefour sur la planète où le fonctionnaire de police dirige la circulation, le fouet à la main, pour mettre les indisciplinés sur le bon chemin. Vous avez sans aucun doute déjà fait un tour à Bepanda et ses innombrables déclinaisons. Tonnerre, ambiance, mala, double balle, one-to-one, yon-yon, safari, et la liste peut s'allonger à l'infini. Ça, c'est Douala. Douala du mouvement. Douala comme beaucoup l'aiment. Mais Douala a ses zones interdites pour les deux roues. Bonanjo, le quartier administratif. Ici, on respire calme et sérénité. La circulation est toujours fluide. On ne ressent pas la pression qu'on peut vivre ailleurs lorsqu'on cherche à tout prix à gagner son pain quotidien.
C'est ici qu'est implanté l'un des plus grands joyaux touristiques et architecturaux de l'Afrique au sud du Sahara. Le musée maritime de Douala, un véritable chef-d'œuvre artistique qu'on ne se lasse pas d'admirer à l'infini. Depuis un certain temps maintenant, le Cameroun et les Camerounais s'habituent à de nouveaux modes de vie. Généralement, on va visiter des musées à Yaoundé, dans les régions de l'ouest du Cameroun, dans le Grand Nord également. On va de temps en temps à la plage à Limbe et à Kribi. Et désormais à Douala, aux côtés de l'histoire coloniale, nous vous invitons à rentrer dans le musée maritime de Douala. Toute une histoire qui ne se raconte pas. Une histoire qui se vit dans ce cadre magnifique. Le musée a la forme d'un navire. On aurait bien pu se contenter de le regarder vu de l'extérieur. Mais ce qui est à l'intérieur est simplement exceptionnel. C'est l'histoire de toute une ville qui se raconte, de tout un pays. L'arrivée du colon allemand, mais également l'historique même des navires qui accostaient ici sur le fleuve Vouri, il y a de cela quelques années maintenant. Inauguré le 18 décembre 2013, le musée maritime de Douala est aujourd'hui la fierté du Cameroun, des Camerounais et des Africains. Le bâtiment, insolent de par la prouesse technique et technologique, a la forme d'un navire. Il a été construit grâce aux bons soins du directeur général du Conseil national des chargeurs du Cameroun. Cet amoureux fou de la culture camerounaise, adepte des choses bien faites, l'avait voulu grand, à l'image de ce qu'il se fait comme idée de son pays, le Cameroun. Chose rare pour être soulignée, la réalisation a fait l'unanimité et a été érigée en modèle par des responsables des pays parmi les plus développés de la planète. C'est un immeuble spectaculaire, c'est un modèle. Nous n'avons pas ça, nous n'avons pas de structure semblable au Brésil. Et je crois que les Brésiliens devraient connaître ce musée et pour apprendre. C'est une œuvre splendide dans le niveau de l'Afrique centrale. Nous tenons à qu'il y ait un dialogue entre la CNCC et des autorités brésiliennes pour que la présence brésilienne se fasse ici et que nous apprenons aussi avec le travail de la CNCC dans le domaine du musée maritime. C'est un précédent unique, la réalisation de ce musée. Congratulations à la CNCC. Les enseignants d'histoire ont sans aucun doute apprécié l'investissement. Eux qui sans cesse martèlent dans les salles de classe auprès de ceux qu'ils enseignent que ce sont des navigateurs portugais qui ont donné le nom que porte aujourd'hui avec fierté notre pays, Cameroun, de Rio dos Camaroes ou rivière de crevettes. Le musée maritime New Look de Douala avait donc dès sa création une ambition plus que noble, celle de raconter l'histoire de la navigation et des navigateurs parmi les plus célèbres autour de la terre de nos ancêtres. Donc il était question pour nous de réhabiliter ce musée. Heureusement que nous avons pu avoir cet espace ici à Bounandio. Surtout pour faire observer également qu'au niveau de l'Afrique centrale, pratiquement, et peut-être au-delà, il n'existe pas de musée maritime. Donc c'est une œuvre très importante et primordiale pour nous, pour laquelle nous nous battons depuis 2 ans, afin de retracer l'histoire maritime du Cameroun, parce qu'il faut toujours relever que le nom même de notre pays, le Cameroun, vient des navigateurs portugais qui étaient arrivés sur les berges du Vouri. Le Cameroun est une importante façade maritime, déjà de par notre situation géographique au sein du golfe de Guinée, de notre position de leader au niveau des pays de la sous-région. Vous savez bien que les marchandises allant dans les pays frères que sont le Tchad et la République centrafricaine passent par le port de Douala.
Nous connaissons tous des projets structurants qui tiennent à cœur le président de la République, son Excellence Paul Biya, à savoir notamment le projet industriel-portuaire de Kribi, le projet du port en eau profonde de Limbé. Donc ce musée va retracer un peu, si vous voulez, l'évolution du secteur des transports maritimes, et particulièrement du transport des marchandises par mer de l'époque coloniale du Cameroun. Vous verrez des photos pratiquement qui vont relater l'époque coloniale jusqu'aujourd'hui et faire une projection effectivement vers le futur et les grandes visions entretenues par les plus hautes autorités de notre pays. Le musée maritime de Douala donne donc à voir les objets issus du monde de la navigation. Pour les passionnés des océans, il y a exactement de quoi faire. Des équipements de plongée, reliques issues également des casques de la marine camerounaise, des éléments offerts pour certains par l'armée, mais aussi par d'autres amis navigateurs, heureux de contribuer au rayonnement de cet espace unique en Afrique centrale. La beauté du musée maritime de Douala et son sérieux ne sont pas passés inaperçus auprès des professionnels des métiers de la mer. Venus de France, du Havre, de Rouen et de Paris plus précisément, la coordination portuaire AROPA était littéralement tombée amoureuse de notre musée et avait tenu à le souligner avec force. Nous sommes très impressionnés par le bâtiment, par le concept même, par l'idée qui a été celle de Monsieur le Directeur Général du Conseil National des Chargeurs. Et effectivement, alors, il nous reste à voir les collections, mais le peu que nous avons pu en voir est effectivement très intéressant. Et si nous le pouvons, nous mettrons en relation le musée maritime de Rouen avec cette institution. Je vois encore ici une expression de la communauté portuaire, et finalement, puisqu'on va y découvrir tous les métiers. Et comme la proposition vous avait été faite, on va essayer de vous relier au musée du même nom à Rouen. Il doit y avoir, on en a un aussi au Havre, de telle façon à participer à la synergie de l'évolution du port de Douala. De belles intentions qui se sont plus tard transformées en actes concrets. Et aujourd'hui, on peut se laisser aller et rêver un peu, peut-être même beaucoup, lorsqu'on se promène au milieu de ces collections d'exceptions. C'est un sentiment de joie et fierté pour dire que effectivement les conseils des chargeurs, au-delà de tout ce que le commun des mortels peut dire, qu'est-ce qu'ils font avec les ressources qui sont mises à leur disposition. Et je crois que là c'est un des éléments fondamentaux. Je navigue un peu partout, je crois que c'est le premier musée en Afrique centrale et je pense en Afrique de l'Ouest et du Centre. Et notre présence ici nous réconforte pour dire que le monde maritime apporte beaucoup à nos pays et qu'il faut effectivement les accompagner. Tous ceux qui auront l'occasion de visiter ce musée, ils sauront ce que c'est que la joie et la beauté du secteur maritime et désormais maintenant que les conseils des chargeurs sont effectivement présents. La réalisation de notre frère le DG Mbappé nous inspire beaucoup. Nous sommes d'abord très surpris parce que ce n'est pas la première fois que nous venons à Douala, alors qu'il nous cachait quelque chose de formidable, de moderne. Ça nous inspire que tous les conseils des chargeurs, surtout de l'Afrique centrale, sont en plein dynamisme. Et ici, nous venons de voir le musée qui est moderne. Ça nous inspire vraiment le dynamisme et toutes nos félicitations. Et cela va permettre, non seulement, comme l'a dit le ministre tout à l'heure, Koussou du Congo-Brazzaville, sur le plan de notre histoire, l'histoire mondiale du monde maritime, mais aussi surtout sur le plan de la formation
de l'information aussi de la jeunesse et de tous ceux qui s'intéressent à la chose maritime. Donc ici vraiment toutes les informations seront là, coup de chapeau, et cela nous inspire aussi à Kinshasa. Finalement, avec tant de sons concordants, le musée maritime de Douala, ou plutôt du Cameroun, était l'endroit indiqué pour la tenue de la 7e édition des Assises sur le tourisme responsable. L'événement organisé par Tourisme sans frontières était en réalité le prétexte tout trouvé pour nous intéresser à ce concept que d'aucuns, à raison ou à tort, peuvent qualifier d'hermétique pour bon nombre de Camerounais. Oui, alors aujourd'hui on parle beaucoup de tourisme durable, responsable, solidaire, etc. En fait, tout ça c'est vraiment ce qu'on appelle du tourisme responsable, qui est un tourisme durable. Alors pour que le tourisme soit durable, il faut plusieurs conditions. La première condition, c'est qu'il soit respectueux des populations locales. Il faut ce tourisme doit être respectueux de la culture de ces populations. Mais il faut aussi qu'il soit économiquement intéressant pour ces populations et également qu'il soit équitable socialement. Il faut que ça, au niveau social, ça réponde vraiment à des aspirations de cette population. Donc aujourd'hui, voilà, ce tourisme responsable, les débats de ces assises tournaient autour de ces 4 propositions, mais il faut retenir surtout les 2 principes de base, c'est l'adhésion des populations au développement touristique. Ça, c'est pour qu'un tourisme soit durable, il faut que les populations soient véritablement partie prenante de ce développement et que le touriste soit respectueux de la culture de ces populations. Pour faire simple, le tourisme responsable est un tourisme éthique qui prend en compte la préservation des ressources naturelles de la zone qu'il visite, tout en faisant attention aux peuples autochtones, leurs conditions de vie, pour ne pas impacter de façon négative les us et coutumes des zones visitées. Le tourisme responsable en règle générale est évoqué lorsqu'on parle des pays les moins avancés, les pays du tiers-monde, ou pour faire plus correct, en voie de développement. Ici, le patrimoine culturel et touristique, resté quasi intact, doit être respecté, au contraire de ce qui se passe dans l'autre type de tourisme dit de masse. Même si les 2 modèles peuvent se retrouver à certains endroits. On fait toujours une opposition entre tourisme de masse et tourisme responsable, tourisme solidaire, etc. Alors, il faut être beaucoup plus nuancé que ça, parce que le tourisme, sans tourisme de masse, c'est-à-dire sans des possibilités d'accès avec des avions, des compagnies aériennes, des points de chute où il y a véritablement un accueil important, vous ne pourrez jamais faire un tourisme responsable et solidaire par ailleurs. Pourquoi ? Parce que pour répartir des flux touristiques sur des zones moins fréquentées où il faut développer ce tourisme responsable, il faut qu'on ait un endroit, une concentration de touristes. Ce qui est, par exemple, je vais prendre le cas pour ici, au Cameroun, si on n'a pas une concentration touristique à partir de Douala, on ne pourra jamais faire du tourisme responsable chez Épimé. Voilà, c'est parce qu'on n'aura pas les flux touristiques pour les faire venir. Mais à partir de là, il faut mettre en place véritablement des programmes qui soient respectueux de ce que je disais tout à l'heure, de l'économie des populations. Les premières explications s'arrêteront là parce que l'objectif de la démarche était d'arriver à la présentation de ces assises sur le tourisme responsable abrité par le Cameroun. Parler de tourisme responsable, c'est tout un programme. Ça implique des habitudes que l'on devrait pouvoir avoir, comme savoir ce qu'on mange, aller à certains endroits bien précis et s'occuper des problèmes d'environnement. On aura donc, au cours de ces 7e assises internationales sur le tourisme responsable de Douala,
essayer d'exposer et de montrer aux participants le bien fondé de certains gestes qui pourraient permettre justement à ces secteurs de ne pas mourir. Nous allons vous inviter maintenant à suivre dans ces ateliers les différents travaux qui s'y sont déroulés avec justement la promesse d'un lendemain meilleur, un monde plus propre. Le programme de cette 7e édition des Assises sur le tourisme responsable indiquait une cérémonie très protocolaire. Nous y sommes allés sans trop y croire, vu la passion du principal hôte de l'événement pour les aspects festifs ou plutôt culturels qu'il a souvent donné aux événements auxquels il participe. Et nous ne nous sommes pas trompés, bien au contraire. C'est vrai, la majesté du bâtiment n'avait pas changé. Mais aussi vrai, Bounandjo avait revêtu son costume du grand jour, celui qui vous annonce que vous attendez un grand événement. Les grandes affiches étaient sorties pour flatter l'œil du passant. Maintenant, il y avait aussi là le Cameroun, celui qu'on aime. Le Cameroun culturel, dans sa richesse et sa diversité, dans son vivre ensemble légendaire. Les peuples de la côte camerounaise pouvaient donc donner de leur corps et de leur voix, un peu comme s'il fallait réveiller ce Bounandjo d'habitude si sérieux. Les groupes de danse venaient des régions du sud-ouest et du nord-ouest et partageaient dans la bonne humeur avec les sœurs et frères du Grand Sawa. Le volet protocolaire, d'aucuns diraient officiel, pouvait prendre le relais. Les amoureux des grands escouts avaient affûté leur tympan, mais allaient encore une fois souffrir que la culture, la vraie, celle venue de nos ancêtres conteurs, vienne s'inviter à la fête par l'intermédiaire d'une fête et ses histoires, comme on n'en trouve plus sur le continent.
commencez pas comme ça. On reprend ça. Comment? Chouba. Avant il y a ça, ma béni Adoda me bat fort et Kamambolo et Sangong et Kamambolo et Sangong et Kamambolo et Sangong Baba tu vois. Aïe, applaudis. Voilà. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour. L'instrument que vous avez devant vous s'appelle le mbek. C'est un instrument qui invite au partage, à la communion. Nous allons donc vous prier de nous prêter vos oreilles. Prêtez-nous le regard de vos yeux, prêtez-nous le son de vos bouches. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, la vie ressemble au derrière d'une poule. Quand ça pond l'œuf, tout le monde est content. On fait les omelettes avec les oignons découpés, les tomates écrasées, les feuilles hachées. Mais quand ça défecte, Kiambe m'a dit quelle mauvaise senteur. Tout le monde, je n'entends rien. Ça m'a commencé. Cela ne veut pas dire qu'il est gourmand, mais tout simplement parce qu'il mange avec sagesse. Et c'est toi. Les gens qui sont timides, on sent que le cocktail n'est pas encore arrivé. Et c'est toi. Voici donc ce qui arriva. La poule et le mouton faisaient un peu de tourisme. C'est vrai que ce n'était pas le tourisme maritime. C'était un tourisme terrestre. Bref, la poule et le mouton se baladaient donc en saison pluvieuse. Il y avait une mare d'eau qui se trouvait quelque part aux environs là. Alors un humain est venu là avec sa voiture et à scène. Le gars a éclaboussé la poule et le mouton. La poule a regardé le mouton, elle a regardé l'humain et dit que vraiment mon frère, mon cher mouton, ces humains conduisent tous comme des moutons. Le mouton est resté comme ça dans sa chair intérieure, il était blessé. Il a dit ok, j'ai compris ma soeur, tu as raison. Ils ont continué à se balader. Très bien, à se balader. Quelques mètres plus tard, le mouton a pris la parole. Il dit à la poule que vraiment ma soeur, tu avais raison. Les humains la conduisent tous comme des moutons. Et c'est comme ça qu'ils passent le temps à faire des accidents et se mettent à mourir comme les poules en plein décembre. La première des conditions, mesdames, messieurs, c'est d'avoir une réelle volonté politique de nos gouvernements. Tant qu'un gouvernement n'a pas une volonté politique pour développer un secteur déterminé, ça ne fait pas grand-chose. À mon avis, il faut d'abord, et c'est une exigence, une réelle volonté politique de nos gouvernements africains, avec une vision catalysatrice, tournée vers des développements durables de cette politique pour le bien-être, comme tout à l'heure vient de dire le président de l'ONG, pour le bien-être de leur population. Nos gouvernements, c'est une interpellation. Nos gouvernements doivent faire de la politique économique. Et nous, secteur privé, de l'économie politique. C'est un principe sacré pour un partenariat gagnant-gagnant que le grand dirigeant africain, mon guide, le pionnier de l'unité africaine, j'ai cité Kwame Nkrumah, avait clarifié dans son deuxième livre historique, politico-économique, le consensus. Et j'avais eu l'honneur et le privilège de te reçu par lui à l'occasion de la dédicate en août 63, en ma qualité de vice-président, en charge d'affaires internationales et de l'Afrique, de la Fédération des étudiants d'Afrique en France, la France. La deuxième condition, mesdames, messieurs,
sur l'existence obligatoire pour chaque pays d'un code des investissements propres au secteur. Comment pouvons-nous penser au développement d'un tourisme durable sans l'existence d'un code des investissements touristiques? Non, ce n'est pas possible. C'est pas possible. C'est pourquoi il faut un instrument fondamental, c'est-à-dire un code de développement propre au secteur touristique, accordant des facilités et des garanties à toute personne voulant investir dans ce pays. L'Afrique va se dépeupler et deviendra une proie facile pour les concurrents européens qui s'entendent à Berlin en 1884-85 sous Bismarck pour soumettre l'ensemble de l'Afrique jusqu'à la Première Guerre mondiale. En 1789, l'Europe comptait 165 millions d'habitants. En 1900, 400 millions d'habitants. Et elle atteindra en 1930 164 millions d'habitants. Alors, avec la réussite militaire de la conquête de l'Afrique, ce continent, c'est-à-dire notre continent, deviendra une propriété de l'Europe qui avait perdu une mainmise directe des Amériques, les descendants européens ayant là-bas proclamé leur indépendance vis-à-vis de leur continent mère. Mais l'Europe conquérante avait aussi réussi à coloniser l'Inde et d'avoir ainsi une mainmise partielle sur l'Asie. Les Européens pouvaient donc se déployer en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Afrique, en Asie, comme touristes voyageant au sein de leur propre territoire. Mais comme tout citoyen ne pouvait se déplacer, pas tous les citoyens européens qui pouvaient se déplacer, on crée alors ce qu'on appelle des musées ethnographiques, un peu partout en Europe, à ce moment-là, pour informer les citoyens de la conquête du monde. Ces musées furent créés à partir des années de la conquête coloniale. En 1847 en Belgique, à Tervuren, en 1873 en Allemagne, à Berlin, en 1878 en France, à Paris, en 1897 en Grande-Bretagne, à Londres, au sein du British Museum qui existait déjà. La faune des pays conquis fut importée dans des zoos européens où les citoyens pouvaient voir des lions, des chimpanzés, des crocodiles, etc. Mais les Européens créaient aussi des zoos humains. Ce sont surtout les Africains qui furent importés dans les pays européens, installés dans des zoos où ils devaient reconstituer leur village, la vie quotidienne, et les citoyens européens venaient donc contempler ces êtres africains dans des cages ou dans des enclos. Des êtres qui ressemblaient apparemment à des êtres humains. Alors, voyez, si tu vois un éléphant avaler toute une noix de coco, c'est qu'il a confiance en son derrière. La bouche qui boit du vin doit aussi de temps en temps apprendre à boire de l'eau. Traduction. Si tu vois un homme sortir de la cuisine de ta mère le matin avec le pain noué au rein, ne te pose plus la question, appelle-le tout simplement papa. Les opinions qui étale une vieille femme sur sa natte ne doit plus reculer devant les rides de sa peau. Il faut assumer. Mon frère. Voici donc ce qui arrive.
C'était un beau matin dans une savane, je vous assure. Le serpent bois était perché sur un arbre. Il avait déjà fait 3 semaines, 3 jours sans manger. Oh, il avait faim, je vous assure. Il avait aperçu une antilope. Il s'est mis à manger. Et depuis quand à marcher, à ramper. Il s'est mis à ramper à cette vitesse. Mais au milieu de son parcours, il rencontra un cortège. Ne dit-on pas souvent qu'on ne traverse jamais un cortège funèbre? Jamais. Oh, je vous assure, je te dis mon frère. Oh, le serpent bois. Je veux passer, tu ne passes pas. Je passe, 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 tu ne passes pas. Je vous assure, tellement le serpent bois était imbu de lui-même. Je vais vous écraser, petite bestiole que vous êtes. Et il s'est mis donc à marcher sur les fourmis. Oh, au fur et à mesure, elle ne faisait que s'agripper. Et quelques temps après, immobile, je vous assure, une multitude de faiblesses réunies est une force incommensurable. Mon frère, on dit que l'intelligence est une réalité collective. 2 leçons magistrales plus tard, l'assistance avait droit à l'ouverture solennelle de ces assises sur le tourisme responsable. Je voudrais en même temps rendre un hommage particulier aux autres autorités du pays, en l'occurrence son Excellence M. Paul Biya, président de la République du Cameroun, pour leur accord en vue de la tenue de cette rencontre. Ce soutien se traduit d'ailleurs par la présence dans la salle de Madame le secrétaire général du ministère du Tourisme et des Loisirs, représentante personnelle du ministère empêché et des hautes autorités de la ville de Douala. Cette présence démontre à suffisance l'intérêt que le Cameroun accorde au développement du tourisme responsable dans notre pays. Avant de continuer mon propos, je voudrais personnellement exprimer ma gratitude à son Excellence Monsieur le ministre d'État, ministre du Tourisme et des Loisirs, au ministre des Arts et de la Culture pour l'appui technique de leur ministère à l'organisation de cet événement. L'animation de ces assises sera assurée par des experts nationaux et internationaux venus de très nombreux pays partager leur expérience dans le domaine du tourisme. Tout en sachant qu'il sera présenté longuement avant les ateliers, permettez-moi de remercier très sincèrement 2 notabilités de notre pays, notamment le prince Ngassa Api, qui est un papa pour moi, et le prince Koumandoume III, que je ne me permettrai pas de présenter. Merci encore une fois pour votre présence dans cette salle et merci d'avoir accepté de procéder à la leçon inaugurale de ces assises. C'est également le lieu pour moi, mesdames et messieurs distingués participants, de souhaiter la bienvenue en terre camerounaise aux participants venus des pays frères et amis du Cameroun d'une part, et de saisir la circonstance pour remercier les promoteurs de ces assises pour le choix porté sur le Cameroun, notre cher et beau pays, pour abriter cette rencontre internationale d'autre part. C'est dans cette optique que je voudrais tout spécialement saluer l'action de l'ONG internationale Tourisme sans frontières et de son président, M. Marc Dumoulin, pour l'opportunité donnée à notre pays, le Cameroun, destination touristique de choix, d'organiser cet événement international à l'effet de mener des réflexions sur le développement de ce secteur porteur. Et comment ne pas remercier de manière tout aussi spéciale le Conseil national des chargeurs du Cameroun, le CNCC, lui qui s'est mobilisé sans répit et n'a ménagé aucun effort pour rendre effective la tenue de cet événement au Cameroun. Nous sommes donc particulièrement attentifs aux importantes conclusions et recommandations qui seront issues, mesdames et messieurs les experts, de vos
réflexion fructueuse. En effet, au regard du thème choisi et connaissant votre attachement au bien-être des populations, votre engagement pour le développement du tourisme responsable et durable, je ne doute pas un seul instant que ces assises sont l'occasion pour l'expert que vous êtes d'apporter vos éclairages pertinents sur cette question et de faire des recommandations précises, réalistes et surtout pratiques. Je ne doute pas un seul instant que ces objectifs seront atteints pendant les 3 jours que dureront vos travaux. Et c'est sur cette note d'espoir que je déclare ouvert au nom du ministre d'État, ministre du Tourisme et des Loisirs, les travaux des 7e Assises internationales du tourisme responsable. Il y aura donc eu côté organisation, bien évidemment, pour le Cameroun, le Conseil national des chargeurs du Cameroun et le musée maritime de Douala. Mais les patrons des patrons de l'affaire, c'est Tourisme sans frontières, une organisation que nous avons voulu comprendre et l'occasion nous en a été donnée par son directeur général que nous avons rencontré ici même à Douala à l'occasion de cet événement. Et nous parle de son organisation, de ses ambitions, et bien évidemment les assises de Douala. Donc les assises internationales du tourisme durable est en fait un outil de réflexion développé par Tourisme sans frontières. On a déjà eu l'occasion d'utiliser cet outil dans plusieurs pays d'Afrique, au Sénégal, à Madagascar, au Bénin puis au Mali. Et au Mali, le musée maritime a participé à ces assises et on s'est dit que finalement ce serait peut-être bien de les organiser dans le cadre du musée maritime. Alors pourquoi ? Parce que le musée maritime, pour nous, est véritablement un exemple d'outil, de lieu de conservation et de valorisation du patrimoine, comme il y en a peu finalement en Afrique, aussi bien structuré. Et pour nous, c'était intéressant en fait de développer avec le Cameroun, avec le musée maritime, le ministère du Tourisme, une thématique sur la valorisation du patrimoine en tant qu'outil de développement touristique. Donc c'est pour cette raison qu'on a organisé ces 7e assises du tourisme durable à Douala. Alors ces assises qu'on vient d'organiser ici à Douala ont pu se réaliser grâce à la volonté du Conseil national des chargeurs et de toute l'équipe du musée maritime et qui ont fait un travail absolument extraordinaire. Franchement, je le disais encore hier soir à l'équipe de Tourisme sans frontières, on a connu quand même maintenant une bonne dizaine d'assises, dont plusieurs en Afrique, et c'est certainement les assises qui ont, à notre sens, été le mieux organisées, le mieux structurées. Durant ces 2 journées qui allaient faire suite à la cérémonie d'ouverture, différents ateliers allaient en effet être organisés et les participants allaient pouvoir avoir la possibilité d'en apprendre sur le concept autour du tourisme responsable. De pareilles réunions permettent aux opérateurs du secteur, et j'estime qu'il y en a beaucoup, et aux journalistes que vous êtes, de promouvoir, d'écouter ce que nous avons, nos propositions, et de les divulguer. Vous comprenez? Moi, je suis dans l'enseignement. On a critiqué les professeurs. Est-ce qu'il y a-t-il des gens qui sont formés? Y a-t-il des bons pour le développement? Nous avons aujourd'hui parlé de la destination. On a critiqué beaucoup de choses. Nous avons demandé l'avènement d'un code de développement touristique, d'un fonds de référence. Il faut ça. Nous ne pouvons pas se lever le matin, dire que je veux investir 10 milliards, 15 milliards au Cameroun. Ce n'est pas possible. Il faut que ça protège pas des actes juridiques. C'est que 20 milliards là, si je gagne des bénéfices, comment je fais pour rapatrier chez moi? Qui va protéger ça? Est-ce que si quelqu'un me vole, triche mon argent, quels sont les trucs juridiques pour avoir mon argent? Vous comprenez? Il y a tout un élément. Et quand vous venez à des colloques comme ça, c'est une école.
Le cadre du musée maritime de Douala devenant de toute évidence petit pour différents ateliers, les locaux de la délégation du tourisme et des loisirs du littoral allaient être mis à contribution pour mener à terme l'ensemble des activités au programme de ces assises sur le tourisme responsable organisées en terre camerounaise. Les établissements du tourisme au Cameroun ne sont pas assez sensibilisés. Néanmoins, il y a une volonté, que ce soit du côté du gouvernement ou bien du côté des acteurs locaux, donc des opérateurs. Parce que certains établissements se sont déjà dotés des services qualité. Alors, j'ai donc expliqué que les entreprises, les établissements de tourisme définis selon la loi camerounaise comme une entreprise qui offre au public les prestations de restauration et d'hébergement. Et ceci génère les déchets. Les déchets gazeux, nous avons démontré, tous ces gaz qui s'échappent des hôtes et qui détruisent la couche d'ozone. Nous contribuons aussi pour construire la couche d'ozone. Donc ce qui est néfaste pour l'environnement. Nous avons démontré que les hôtels et les restaurants produisent les déchets liquides qui sont reversés dans la nature, dans les eaux, dans les ruisseaux. Finalement, on avait bien pris le temps de recevoir le directeur général de Tourisme sans frontières pour qu'il nous explique davantage ce concept révolutionnaire et les assises du Cameroun. Ces assises, bien sûr, il y a une présentation générale, mais aussi surtout des tables rondes où se sont exprimées les préoccupations locales et régionales, liées pas forcément qu'au Cameroun, mais quand même on est au Cameroun, donc centré. Alors il faut savoir que dans la plupart des cas, les préoccupations qui sont exprimées sur un pays, sur une région, on les retrouve presque dans tous les pays, dans toutes les régions. La seule chose, et quand je parle de tous les pays et toutes les régions, c'est pas seulement en Afrique, ça peut être en Amérique latine ou en Asie centrale où on intervient. La seule chose, c'est que les solutions apportées sont différentes. Et c'est déjà beaucoup. Mais et c'est pour ça aussi que c'est intéressant d'avoir des lieux d'échange comme ici, parce que justement chacun vient avec ses solutions et apporte des réponses aux questions posées. Alors il y a eu dans un premier temps une table ronde où on a parlé effectivement du côté respectueux des équipements touristiques par rapport à un tourisme responsable et durable. Alors c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été évoquées et de difficultés rencontrées. Alors là, c'était au Cameroun. Je veux dire, l'expression qui a été faite, c'était les difficultés rencontrées au Cameroun, comme par exemple le manque de développement touristique sur certains sites, le peu de budget que peut disposer le ministère du Tourisme pour intervenir, les accès qui ne sont pas forcément très faciles pour accéder aux sites touristiques. Et a été évoqué aussi la complexification de l'obtention des visas. Alors c'est vrai que en tant qu'organisme français, on a peut-être du mal à parler de ça, sauf que le Cameroun, pour son développement touristique, avait peut-être besoin d'avoir une simplification des formalités. Et là, je le dis d'autant plus volontiers que c'est vraiment très compliqué pour le Cameroun, pour venir au Cameroun. Il y a eu plusieurs aspects qui ont été présentés comme ça, et particulièrement le niveau de l'hôtellerie, peu respectueuse finalement, y compris des normes d'hygiène, de santé, mais aussi surtout de l'environnement. Donc il y a eu plusieurs propositions qui ont été faites, et une des propositions consistait à dire que ce serait bien de mettre en place une démarche qualité pour l'ensemble des établissements hôteliers, même de restauration. Mais cette démarche qualité, elle ne doit pas être imposée. C'est quelque chose que les professionnels doivent s'approprier. Et cette démarche qualité doit être volontaire et doit déboucher sur un label, qui est un label alors,
qui peut être mixte, privé-public, c'est-à-dire qu'il est label accepté par le ministère du Tourisme, mais qui n'est pas quelque chose, une contrainte au départ. C'est très important. Et ce label, c'est un label de qualité qui dira que ces établissements ont vraiment fait une démarche de qualité pour être respectueux et donc devenir des équipements de tourisme responsables. Les participants, parmi lesquels étudiantes et étudiants des métiers du tourisme, venus pour certains des coins les plus reculés du territoire national, allaient à la fin recevoir des diplômes de participation à ces assises. Avant une soirée de gala, au cours de laquelle le Cameroun et les Camerounais auront une fois encore, une fois de plus, montré et fait preuve de cette hospitalité légendaire que le monde entier nous envie. Je voudrais sincèrement et très sincèrement féliciter tous les participants, parce que même quand j'étais au bureau, je demandais à mes collaborateurs comment ça se passait. Ils m'ont dit que la salle était pleine. Ce n'est pas tout le temps qu'on voit les salles pleines après les cérémonies d'ouverture. Donc je voudrais vous dire merci. Évidemment, merci à Tourisme sans frontières, sans qui cette 7e assise ne serait pas tenue ici à Douala au Cameroun. Dans mon propos hier, je n'ai pas manqué de remercier les plus hautes autorités du pays qui ont accepté que cet événement se tienne. Le président de la République lui-même, le ministre d'État en charge du tourisme, à l'agriculture et transport. Nous disons encore merci, ainsi que les autorités de la ville de Douala qui ont accueilli le projet avec joie. Je voudrais remercier une dame, je connais sa modestie, mais elle me permettra de la remercier, c'est Madame Lewat. Je sais que l'hôtel chez eux, c'est une affaire de famille, parce que déjà, de par son papa, qui était très ami au mien, je voudrais remercier très sincèrement tous les collaborateurs du Conseil national des chargeurs du Cameroun. C'est vrai, quelques noms ont été cités, mais c'est l'ensemble du personnel que je voudrais remercier. Voilà, nous avons plutôt vécu des moments agréables à l'occasion de cet événement dans la ville de Douala. C'était une première pour le Cameroun qui peut en être fier, avec notamment son ministère de Tourisme et des Loisirs, mais également la région du littoral qui a accueilli cet événement. C'était le package Cameroun Vision édition de ce jour. Merci de nous avoir regardés. Nous vous donnons rendez-vous très très vite pour d'autres éditions, toujours sur Canal 2 International. En attendant, salut et le bonsoir sur vous. Au revoir.